tout à l'heure avec une question fondamentale. Est-ce que la carte physique à puce va disparaître? Est-ce qu'elle a encore un avenir à moyen terme, 5 ans, 10 ans, 15 ans? On va voir ça avec les participants de la prochaine table ronde. Je vais demander à Isabelle Thiebaud de me rejoindre, Jean-Paul Albert, Lionel Jouve, Rémi Beloir et puis Loïs Moulin pour CB. Voilà, merci de venir me rejoindre ici. Je vous laisse vous installer où vous le souhaitez. On est 5, donc allez-y. Venez. Merci beaucoup à tous les 5 d'être avec nous ce matin. Donc je le disais, voilà, on va voir si la carte a encore un avenir, plus largement si elle est encore porteuse d'innovation, et puis à quel horizon la tokenisation peut se généraliser dans les paiements digitaux, et si le PAN, c'est-à-dire le numéro qui figure sur la carte physique, est-ce qu'il va disparaître ou non des usages. Je vais commencer cette table ronde par donner la parole à Loïs Moulin pour CB en introduction, puisque c'est vous qui souhaitiez poser ce matin cette question. Voilà, est-ce que la carte va disparaître, Loïs? Alors, déjà la carte, l'instrument de paiement, hein, c'est une conviction profonde. Elle va rester l'instrument de paiement majoritairement utilisé, préféré des consommateurs et des commerçants pour les dépenses quotidiennes, pour encore de très longues années. Mais la question qui nous intéresse dans cette table ronde, c'est finalement le facteur de forme. Hein, la carte sur son support physique ou le paiement mobile, quelle fongibilité, pour reprendre l'expression de Philippe, quelle substituabilité, interchangeabilité, complémentarité entre les deux, à la fois dans la détention et dans l'usage au quotidien. Moi, je suis un ingénieur et je fonde mes convictions sur des analyses. Et la première analyse, c'est le retour d'expérience de la courbe d'adoption du paiement sans contact. Deuxième analyse, c'est les statistiques de l'OSMP qui publient depuis 2017 les chiffres annuels de progression du paiement mobile. Et troisième source, c'est les enquêtes que nous faisons chaque année auprès des consommateurs dans notre baromètre annuel et depuis plusieurs années à nous leur poser la question sur le mobile. Premier résultat, fin 2023, 28% des clients que nous interrogeons disent utiliser, soit occasionnellement ou plus fréquemment, le paiement mobile. C'est-à-dire que 72% ne l'utilisent pas. Si on regarde les statistiques de l'OSMP, fin 2023, sur 100 paiements cartes dans le commerce physique, 60 sont des paiements par carte physique sans contact, 30% sont des paiements par carte physique avec code confidentiel en mode contact, et 10 d'entre elles sont des paiements mobiles. Ça représente, donc fin 2023, 1,3-1,4 milliard. C'était 0% en 2016, 10% en 2023. C'est quand même une progression énorme. Si on regarde plus précisément les taux de croissance, alors évidemment, au tout début, c'est des taux de croissance quasiment infinis, mais en gros, le pic de la croissance, c'est entre 2019 et 2018. On est à plus de 300%, c'est x4 par rapport à l'année précédente. Mais cette croissance, elle ralentit. Hein, et la dernière année, entre 2023 et 2022, elle est de 90%, et elle va a priori encore ralentir en 2024. Et pendant la même période, notamment sur 2 années, plus particulièrement, la carte physique, elle a elle-même progressé dans l'utilisation grâce au sans contact, hein, avec des taux de croissance de plus de 10% entre 2020-2021 et 2022-2021, et puis un début de stabilité entre 2023 et 2022. Lorsqu'on regarde pourquoi il y a encore 72% des clients qui n'utilisent pas en 2023 le paiement mobile, en fait, les raisons invoquées sont finalement assez similaires d'une année sur l'autre. Alors, il y en a 2 principales. Alors, il y en a qui ne sont pas au courant. Alors, bon, pas être au courant de l'existence du paiement mobile en 2024,
Bon, il y a un problème d'information, peut-être qu'ils n'ont pas Internet, voilà, peut-être qu'ils ne lisent pas les journaux. Oui, il y a une fracture numérique réelle qui existe. Il y a aussi une fracture numérique, mais en fait, les deux principales raisons, c'est une crainte persistante et qui est, et on le sait tous, nous dans l'écosystème, infondée sur la sécurité de ce form factor. Donc, tout à l'heure, on parlait de confiance. Bah, si vous n'avez pas confiance dans un form factor, vous ne l'utilisez pas. Et la deuxième raison, à peu près au même niveau, c'est je suis satisfait, moi, consommateur, de ce que j'ai déjà dans ma poche, une carte, et notamment une carte qui fait du sans contact. Donc, lorsque finalement on regarde tous ces éléments, finalement les convictions que nous on a, hein, et qui rejoignent celles de Philippe, hein, et heureusement j'ai les mêmes convictions que mon DG, c'est bien entendu, on est à 28% aujourd'hui de clients qui utilisent le paiement mobile, et ça va progresser fortement dans les prochaines années. Mais ces utilisateurs, ils vont garder dans leur poche à la fois le paiement mobile et la carte physique, et pour des raisons que mes camarades de cette table ronde développeront certainement. Si on aura des utilisateurs compulsifs, des utilisateurs occasionnels, bien entendu, si on regarde plus précisément toutes ces statistiques, générationnellement parlant, si vous regardez la population inférieure à 35 ans, ce n'est pas du tout les mêmes taux que la population supérieure à 50 ans. Ah, donc moi, les chiffres que je donne aujourd'hui, c'est des valeurs moyennes. On avait fait chez CB une modélisation il y a quelques années de la progression du paiement mobile sans contact qui s'arrêtait à 2024. Donc je me suis dit à l'occasion de cette table ronde, je vais faire l'exercice qui n'engage que ma responsabilité, hein, et pas celle de CB, d'essayer de projeter cette progression de l'usage sur les prochaines années. Donc, je fais le pari qu'en 2024, là où on était à 10% en 2023, on sera de l'ordre de 15% en 2024, très probablement de 20% en 2025, et que le moment où potentiellement, s'il n'y a pas d'autres ruptures d'ici là, où le paiement mobile en termes d'usage va être à peu près équivalent à celui de la carte physique. Le moment où les courbes vont se croiser, quoi. Les courbes vont se croiser, je le situe à l'horizon de 2030, mais ça n'engage évidemment que moi. Pendant ce temps-là, voilà, la carte physique, on va se le dire dans quelques minutes, elle va apporter encore des innovations. Une première innovation, on en a parlé tout à l'heure, c'est on a déverrouillé la limite des 50 € pour la carte sans contact, avec le sans contact plus. Donc ça va aussi booster l'usage de la carte sans contact au-delà de 50 €. C'est vrai que c'était sans doute un des principaux verrous pour l'augmentation de son usage. Ok, donc vous avez voulu faire une table ronde sur la disparition de la carte, mais elle ne va pas encore disparaître. Hein, c'est ça, Loïs. C'est ma conviction. En tout cas, et vous prenez un pari effectivement sur le croisement des courbes. On va voir si tout le monde est sur cette même ligne. Je vais donner la parole maintenant à Jean-Paul Albert pour la Société Générale. Quel est votre regard de banquier sur ce phénomène d'émergence de la dématérialisation du paiement ? Alors, la dématérialisation des paiements cartes, c'est déjà une réalité, elle est en marche. Elle tient principalement à deux facteurs. Le premier, c'est bien sûr la part croissante que prend l'e-commerce dans les paiements cartes au total. Donc moi aussi, je vais citer des chiffres de l'ESMP. Entre 2017 et 2023, d'après ces chiffres, on est passé de 11 à 15% des paiements totaux qui sont faits sur Internet. Et sans parler d'ailleurs du pic qu'il y a eu au milieu avec le Covid. Bon, côté G, en 2023, on serait plutôt autour de 20%. Et le deuxième facteur, c'est bien sûr, on en a déjà parlé, la part croissante que prend le paiement mobile dans les paiements de proximité. Alors, au-delà de ça, on voit aussi un phénomène émerger, un phénomène de dématérialisation totale de la carte, avec des offres qui apparaissent, pas chez nous, mais enfin qui apparaissent chez certains acteurs, 100% digital, donc sans support physique, et qui peuvent aller jusqu'à représenter 20% des entrées en relation. Donc ça, c'est le point ultime de la dématérialisation.
Il y a encore des freins aujourd'hui à la dématérialisation des cartes. Lesquels vous identifiez? Quels sont les principaux? Ouais. Alors, il y en a au moins deux majeurs, je dirais. Le premier, c'est la capacité de retrait dans les automates. Parce que quand un commerçant n'accepte pas le sans contact, et quand on n'a pas de support physique, il faut bien pouvoir le payer en cash. Et aujourd'hui, force est de constater que la capacité à faire des retraits aux automates en paiement mobile est quasi inexistante. Et le paiement par cash n'a pas disparu en plus. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent payer comme ça encore. Voilà. Donc ça c'est un frein qui est probablement prépondérant. Il y a un deuxième frein, à mon sens, c'est les inquiétudes que peuvent avoir les clients quant à leur capacité à payer en sans contact, donc paiement mobile non sans contact, à l'étranger, avec un taux d'acceptation de sans contact qui n'est pas forcément aussi bon qu'en France. Donc deux facteurs, et on peut imaginer que les 20% qui font leur entrée en relation avec des offres complètement digitales, c'est peut-être qu'ils ont une carte par ailleurs. Bon, ça, simple supposition. Et au-delà de ça, et ça c'est pas forcément dans l'esprit des clients, mais c'est une réalité, il ne faut pas perdre de vue que le support carte, il embarque un facteur de résilience. Parce qu'il embarque la capacité à faire des paiements offline, ce qui est possible en France, et heureusement. Et donc, c'est bien utile quand il y a une panne télécom ou quand il y a une défaillance temporaire d'un des acteurs de la chaîne d'acceptation, puisque grâce à la capacité offline embarquée dans nos cartes et nos terminaux, eh ben, il y a un certain nombre de transactions qui peuvent être stockées dans les terminaux. Ça va de 250 à 1000 transactions selon que les terminaux sont plus ou moins récents et qui sont transmises ensuite une fois que la panne est résolue. Donc c'est très important ce facteur de résilience. Il y a aussi des secteurs d'activité qui sont un peu réfractaires aussi à la disparition de la carte. Je sais pas, je pense au secteur des voyages, la location des voitures. C'est quand même encore des secteurs qui ont besoin d'une carte physique, non, encore? Des secteurs qui ont peut-être un peu plus de mal à évoluer. C'est-à-dire, il y a des cas d'usage, voilà, qui sont également moins bien traités et qui supposent encore la carte physique. La carte, c'est aussi important pour les banques d'un point de vue marketing, parce qu'on voit qu'il y a que vous travaillez beaucoup sur la fidélisation, autour de la personnalisation des cartes, etc. Donc ça reste pour vous, en termes d'outils de marketing, quelque chose de très important, la carte bancaire. Oui, absolument. Bon, alors, je vous apprendrai rien en vous disant que en fait, la carte et le chèque sont les deux seuls support physique et concret de la relation du client avec sa banque. Donc, c'est bien évident que toutes les banques essaient de travailler ces supports-là. Donc, à la Société Générale, on s'attache depuis très longtemps à creuser ce sillon. Et donc, on donne la possibilité aux clients d'exprimer leur passion ou leurs affinités à travers une collection qui compte aujourd'hui 180 visuels différents, personnalisés. Et on s'aperçoit que c'est un facteur de fidélité à la banque. Et puis ça peut même, dans certains cas, être aussi un facteur d'entrée en relation. On le voit sur les réseaux sociaux de temps en temps quand on lance un nouveau visuel et qu'on voit des verbatim, je vais changer de banque. Bon, ça va pas chercher très loin, mais ça joue quand même. Donc, fidélité d'une part, ça peut être aussi un facteur d'innovation, avec quand même le caveat que l'on reste simple, c'est-à-dire qu'on ne complique pas le process pour le client, ça a été dit tout à l'heure. Et donc, on l'a démontré chez Société Générale avec nos cartes à cryptogramme dynamique qui en fait n'appellent aucune conduite de changement au vu du client, et avec des ventes qui ont dépassé toutes nos espérances. Donc ça joue au qui. Donc au global, oui, il y a une dématérialisation du paiement par carte. Oui, il y a sans doute une carte qui est de plus en plus intégrée au mobile.
mais je ne vois pas disparaître le support carte à horizon discernable. Donc ça tombe bien, je suis d'accord avec Philippe et avec Loïs. Merci. Rémi Belloir, Thales est un des 3 grands industriels de la carte bancaire. Donc évidemment, à ce titre, vous avez une vision précise du marché mondial de la carte et vous estimez que c'est un marché encore en croissance ? Merci Perrine. Absolument. Donc juste pour répondre à votre question très directement, ce qu'on analyse, c'est qu'il va y avoir un nombre croissant d'émissions de cartes physiques d'à peu près 4% par an jusqu'à au moins 2029, et sans doute à peu près pareil au-delà de 2029. Alors je vais vous demander un petit peu d'attention parce que je vais avoir un raisonnement un petit peu contre-intuitif. Donc je vais d'abord vous lister tous les éléments qui militent pour la digitalisation très forte et la disparition de la carte physique. Donc, au sein de Thales, nous avons des plateformes d'orchestration qui permettent de mettre en relation les émetteurs et les schémas internationaux, et aussi du management d'un certain nombre de schémas de paiement domestiques. Et dans nos plateformes, ce qu'on constate, on a des cas de pays très iPhone où les courbes sont en train de se croiser. Donc, se croiser en termes de nombre de transactions tokenisé par rapport au nombre de transactions cartes. Donc l'exemple le plus flagrant pour nous, c'est l'Arabie Saoudite, mais c'est aussi dans les pays nordiques. Mais à nouveau, ces pays ont un très fort taux de pénétration d'iPhone. Et bon, aujourd'hui, en fait, les fantastiques 40 ans du GIE carte bancaire, mais on fait aussi les 10 ans d'Apple Pay. Et Apple Pay est un élément fondamental dans la digitalisation. En France, on a 25% seulement de pénétration de l'iPhone par rapport à Android. Dans l'e-commerce, on a aussi beaucoup de transactions qui sont tokenisées. Maintenant qu'Amazon, Uber, Google tokenisent les pannes, on voit un nombre croissant de nombre de tokens par carte qui sont émis et de transactions tokenisées qui sont émises sur l'e-commerce. Enfin, on a des offres de ce qu'on appelle Digital First, où la carte digitale en premier et une option seulement d'avoir la carte physique. Et on a déjà 20% des consommateurs qui ne demandent pas la carte physique. Donc ça peut paraître anecdotique, mais on a déjà quand même 20% des gens qui ne demandent pas la carte physique. Et je vais revenir à votre point sur le fait que, effectivement, ces 20%, c'est sans doute des gens qui ont déjà une carte physique par ailleurs. Et enfin, mais là c'est plus pour les industriels, puisqu'on faut qu'on monitore de très près nos capacités de production, indépendamment du nombre de cartes en circulation physique, on a un nombre d'émissions par an qui pourrait être en baisse dû à l'extension de la durée de validité de 3 ans à 4 ans, de 4 ans à 5 ans, en particulier pour les cartes métal. Donc voilà, donc je vous ai listé tous les arguments qui contredisent le fait que l'émission physique annuelle de cartes va augmenter. Alors pourquoi le nombre de cartes augmente du coup ? Exactement. Alors pourquoi ça augmente ? Alors un des très forts éléments, c'est la multi-bancarisation. C'est-à-dire qu'en France, on a 1,5 cartes par habitant. Enfin, y compris les habitants d'1 an, 2 ans d'âge. Donc en zone euro, c'est 1,9. Donc, on est un peu en retard en France alors. Donc il y a même un potentiel de croissance du nombre de cartes par habitant, on pourrait le dire comme ça. Mais, donc voilà, il y a beaucoup d'offres. Il y a un deuxième phénomène, c'est la montée en gamme. Donc les exemples qui incitent les banques systémiques à monter en gamme, je vais en citer quelques-uns hors française pour ne pas faire de jaloux. Donc Revolut Black, la carte New Bank Ultra Violeta en Amérique latine. Il y a un certain nombre d'offres très ciblées où ce sont des acteurs hyper digitaux qui émettent des cartes physiques. Et ce qu'on constate, nous, en discutant avec les banques, y compris les grandes banques systémiques de la place française, c'est qu'elles veulent faire, elles aussi, des montées en gamme. Et pour lutter contre le tout gratuit, avoir un support physique très noble. Et y compris pour les cartes d'entrée de gamme, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un effort colossal qui est fait en marketing pour avoir des designs épurés, des cartes verticales, etc. Mais aussi des cartes métal. Et là, je pense qu'on va voir de plus en plus de cartes métal sur le terrain. La France a un petit peu freiné jusqu'à présent, mais c'est en train de basculer. Les cartes en bois. Les cartes en bois, j'allais y venir, voilà. Qui sont gravées, donc il n'y a pas d'encre. Ouais. Donc elles sont, moi, je trouve très très chic. Et aussi, alors ça c'est plus
c'est plus fun et c'est plus limité en nombre. Il y a des cartes avec des LED qui, dans le cadre du sans contact, font respirer un petit peu le logo de la banque. Donc voilà. Donc ça, c'est les éléments qui augmentent significativement le nombre de cartes émises. Et puis après, il y a ce qu'on appelle ici le collège B. Donc il y a plus de cartes titres et restaurants avec la suppression du papier, mais il y a aussi l'arrivée des cartes essence, des cartes, parce qu'elles n'étaient pas toutes sans contact, et aussi des cartes pour le rechargement des véhicules électriques. Et les cartes commerçants aussi, la carte Carrefour, par exemple. Hein, on peut citer ça. Donc, si on vous suit bien, dans la production de cartes devrait être en légère hausse, c'est ça, encore dans les prochaines années, puis ça va diminuer petit à petit à partir de quand, selon vous? C'est quoi vos projections? Non, en fait, on ne s'est pas projeté. Enfin, aujourd'hui, on s'est projeté les 4% dans les 5 ans qui viennent. Okay. Au-delà des 5 ans, dans les 10 ans qui viennent, on pense qu'on va être stable. Et au-delà de 10 ans, on n'a pas de boule de cristal. Donc nous, ce qu'on a vécu en tant qu'industriel, c'est la très forte chute des cartes SIM, puisqu'elles sont intégrées au téléphone portable. Et donc, on a renouvelé notre outil industriel pour faire autre chose que de la SIM. Et en termes d'activité, de piloter les eSIM à distance. C'est ce qu'on fait avec nos plateformes digitales. Lionel Jouve, chez Carrefour, comment ça se passe, cette disparition programmée de la carte? Comment vous voyez les choses? Alors, moi, je suis aussi un peu comment dire... Partagé, exactement, parce que je suis effectivement tout à fait orienté sur ce que vous disiez d'une innovation qui est peut-être appelée nécessaire. Et puis, on fête les 40 ans aujourd'hui de CB, c'est très bien. Carrefour fête ses 60 ans. À célébrer ses 60 ans. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même un historique maintenant sur la façon dont les Français et les Européens payent. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a un mode de paiement qui est resté, qu'on nous avait promis qu'il devait disparaître, qui est le chèque. Et le chèque, je suis allé regarder, il a 160 ans. D'accord? Il pourrait prendre sa retraite largement. Mais les Français sont attachés au chèque. Alors, ils sont attachés au chèque. Ouais. Et on revient à ce qu'on a dit, ce qui a été dit précédemment dans l'autre table ronde. C'est le cas d'usage. Parce qu'une adoption d'un nouveau mode de paiement, il y a 2 éléments, on l'a mentionné aussi tout à l'heure. Le fait que fiducia, en latin, ceux qui ont fait du latin, ça veut dire confiance. Donc il faut avoir confiance dans son mode de paiement, c'est une première chose. On voit la sécurité, vous le mentionniez, il y a plein de facteurs de sécurité qui devraient raisonnablement nous faire aller vers ça. Mais l'être humain n'est pas que raison. Et vous venez de le mentionner avec le marketing, avec le fait de la reconnaissance. J'ai travaillé dans des business dans lesquels le luxe, par exemple, c'était important de montrer sa réussite par sa carte, si possible qu'elle ne soit pas dorée, mais qu'elle soit le plus foncée possible. Donc ce sont des éléments un peu irrationnels, mais qui ont leur vertu, bien évidemment. Et puis l'autre chose qui est aussi importante, c'est que il y a un problème quand même de fracture générationnelle, c'est-à-dire que Paris est la capitale de la France, mais ce n'est pas la France, et que les usages, la façon de fonctionner dans les pays ruraux que compose la France, finalement, c'est une autre histoire et c'est un élément intégré. Nous, on est un marchand qui est présent à Paris, au centre de Paris, mais aussi au fin fond des régions de France et de Navarre. Et là, vous constatez qu'il y a quand même une fracture dans les usages, voire une fracture numérique parfois. Mais on a toutes les générations, donc il y a aussi cet élément-là, l'élément générationnel. L'élément générationnel, il a peut-être une personne plus âgée a peut-être plus besoin de confiance, d'explication. Il y a quand même la fraude qui est quand même véhiculée par les médias, qui est malheureusement présente. Et puis l'autre chose aussi sur laquelle je veux être aussi un petit peu redondant avec ce qui a été dit précédemment, c'est que toutes ces innovations, pour un marchand, ça a un coût. Bien évidemment, on aimerait dans la vie que ces coûts soient transparents, mais ils existent. Alors le porteur ne le sait pas, mais les marchands et toute la profession est bien au courant que ces innovations ont un prix. Et qu'en tant que marchand, toutes ces belles innovations, on les souhaite, mais on n'a pas non plus un budget illimité pour les adopter toutes. Donc il nous faut faire des choix. On a des campagnes d'amortissement de nos technologies. Donc voilà, tout ça mis bout à bout. On est très pushy pour la techno, bien évidemment, on est ravis, on veut faire des cartes avec de la fidélité qui soient acceptées, on veut du sans contact, on veut plein de choses, il n'y a pas de problème, on y développe, on y passe pas mal de temps et les équipes y travaillent énormément.
il y a un frein d'utilisation du consommateur, parce que c'est quand même le consommateur qui a apporté quand même pas mal de choses dans l'adoption, par exemple, d'Apple Pay. Moi, je me souviens de la première fois où quelqu'un est venu me voir en disant « moi, je veux Apple Pay », et puis un autre me dit « moi, je veux du QR code à l'IP ». Bon, ben voilà, il fallait l'expliquer, il fallait le vivre. Donc voilà, c'est toute une adaptation. C'est un processus, on parle de 10 ans tout à l'heure, je pense que 10 ans, effectivement, c'est des processus longs, dans lesquels les directions financières qui prennent des décisions pour tel ou tel investissement ont besoin d'avoir une claire vision de ce qui va se faire, de ce qui va être adapté, parce qu'on a quand même des exemples en France et en Europe de solutions qui étaient extrêmement bien sur le papier, mais qui ont fini par des portefeuilles un peu qu'on n'a même plus dans nos tiroirs, puisqu'ils ont disparu de la circulation. Donc vous êtes finalement tiraillé entre l'adaptation, le besoin de satisfaire des clients, des consommateurs qui ont envie d'évoluer dans leurs moyens de paiement, et puis aussi une potentielle répercussion sur les prix, quoi. Le maître mot pour un marchand, c'est le parcours client. Si votre client... Le client, il veut pouvoir s'adapter et payer le plus facilement possible, mais il ne veut pas que ça se répercute sur les coûts. Et puis, plus personne ne veut attendre nulle part. Donc, imaginons que... Tout à l'heure, on parlait au péage, et tout le monde a forcément dans son imaginaire le fait que sa carte passe pas, et se dit, mais voilà, je suis prisonnier entre pas mal de choses. C'est pareil sur une caisse. Vous avez la pression derrière, vous avez l'envie de vite vous sortir du problème. Vous êtes en train de payer votre carte à un problème de plafond. Vous dites, ça y est, la personne en face de moi va penser que je suis un fraudeur. Il y a toute la partie humaine qui est très importante. Et pour un marchand, bien évidemment, le sans couture, le fait que ça se passe très bien, c'est notre vocation et notre souhait. Mais encore une fois, tout ça a des contraintes. Et comment vous voyez arriver des technologies qui existent sur d'autres marchés? Je pense notamment par exemple au marché asiatique, où on peut payer différemment via des QR codes, hein, par exemple, qui sont très, très présents sur le marché asiatique. Est-ce que ça, c'est une technologie qui vous semble arriver en France? Et est-ce qu'elle vous semble plus inclusive? J'avais rencontré Jack Ma quand il avait lancé Alipay sur l'Europe et sur la France. Et il expliquait, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais un des 3 facteurs qu'il faisait bûcher ses ingénieurs, il disait « je veux un nouveau produit dont le prix soit plus faible que l'existant ». Donc lui, il se battait contre la CUP, la China UnionPay. Je veux que ce soit une innovation et je veux que ce soit utilisable partout. Voilà. Et je crois qu'il résume très bien l'envie du marchand que nous sommes, c'est avoir ces usages-là, parce que c'est très important, et que si un des 3 n'est pas présent, ben je crains que ce ne soit pas une réussite. Loïs, au vu de ce qui vient d'être dit dans la première partie de cette table ronde, vous maintenez vos projections tout à fait sur la disparition de la carte physique? Oui, qui ne va donc pas disparaître, voilà, et on se retrouve en 2030 pour voir déjà si mes prédictions étaient bonnes. D'accord, c'est le pari de Loïs Moulin. Ce matin, on se retrouve donc, on prend rendez-vous en 2030. Dans la seconde partie de cette table ronde, on va maintenant parler de la tokenisation, c'est-à-dire le processus de remplacement du numéro à 16 chiffres sur la carte par un numéro de carte alternatif unique, ce qu'on appelle un jeton, hein, qui doit être unique pour une combinaison de cartes, de demandeurs de jetons et d'appareils. Alors comment, à quel horizon cette tokenisation peut-elle se généraliser dans les paiements digitaux ou dit autrement, comment le PAN, c'est-à-dire le numéro derrière la carte, sur la carte, pardon, va ou ne va pas disparaître dans les usages. Isabelle Thibault, je vais vous donner la parole. Vous représentez STET ce matin dans cette table ronde. Déjà, peut-être, qui êtes-vous? Présentez-nous un peu STET dans un premier temps. Alors, merci beaucoup, Perrine, pour cette introduction. Nous sommes... Je vais vous demander de bien parler comme ça dans votre micro. Voilà. Désolée. Non, pas de C'est bon souci. pour tout le monde? Parfait, c'est comme ça. Merci. Nous sommes STET, effectivement, la face un peu immergée de l'iceberg, la machinerie des paiements français et européens. Nous n'avons pas vocation, effectivement, à être connus du grand public. Selon le bon adage, pour vivre heureux, vivons cachés. En 2023, pour illustrer l'importance de nos activités, nous avons processé 35 milliards de flux sur nos différentes lignes de service, que sont l'autorisation, le digital, la lutte contre la fraude et la compensation. Nous sommes au service de la communauté des banques françaises, également de la communauté des banques belges,
Et nous avons d'autres clients également à l'échelle européenne. CB fête ses 40 ans. Cette année, nous fêtons nos 20 ans. Que d'anniversaire ce matin. Voilà. Nos maîtres mots, évidemment, la sécurité, on en a beaucoup parlé ce matin, la sécurité des transactions, la sécurité des données. C'est un incontournable dans les services financiers. Notre deuxième point, évidemment, la performance et la résilience de nos systèmes. On a beaucoup parlé de la confiance dont a besoin le consommateur pour s'ancrer dans un usage, et pour ça, il a besoin de performance. Il a besoin que sa transaction aboutisse. Donc, pour nous, c'est vraiment, ça fait partie de notre ADN et de la façon dont nous concevons nos systèmes. Et puis enfin, l'innovation. Là encore, on en a beaucoup parlé. Elle est coûteuse, hein, c'est vrai, mais elle est indispensable pour rester compétitif à l'échelle nationale et internationale, puisqu'on se bat, on en a beaucoup parlé de cette globalisation, etc., du Global Village d'Hervé dans ses propos introductifs sur l'histoire de carte bancaire. Et nous, au cœur de notre PMT, on a deux sujets d'innovation majeurs. Il y a la lutte contre la fraude et il y a le digital. Donc, pour résumer, on est un acteur au service de la souveraineté des paiements français et européens. Alors, c'est vous qui fabriquez les tokens pour les paiements CB. Vous avez donc une place privilégiée d'observateur qu'apporte le token. Et pourquoi il pourrait s'étendre à tous les paiements digitaux et pas simplement aux paiements mobiles? Alors, oui. De par notre rôle au sein de l'interbancarité, nous sommes observateurs et nous voyons les transformations du marché et nous constatons effectivement la croissance des opérations tokenisées, une croissance à 2 chiffres. Mais avant tout, nous sommes acteurs de la transformation. Nous avons accompagné l'envol du paiement sans contact avec notre plateforme d'autorisation. Nous avons accompagné la croissance, le développement du paiement 3DS avec nos services de scoring RBA. Et aujourd'hui, nous sommes main dans la main avec Carte Bancaire pour accompagner le développement des usages de la carte dans le digital. Nous sommes le token service provider, un mot bien français, n'est-ce pas, pour décrire notre activité qui consiste à fabriquer, distribuer, gérer les cycles de vie et stocker dans des espaces, on appelle coffre-fort, hautement sécurisés, les couples d'alias pan-token qui permettent évidemment d'assurer in fine le paiement et la sécurité des transactions. En 2024, pour vous donner une ordre d'idée, on table sur 1 milliard de transactions tokenisées qui seront passées sur notre réseau. Après, pour ce qui est de la transformation, moi je rejoins tout ce qui s'est dit et je pense que c'est quelque chose qu'on a observé. Hervé disait il faut bien connaître son passé, je ne sais plus si c'était Hervé ou Philippe, pour anticiper son avenir. On voit que toutes les transformations dans les paiements, sur les usages, elles se font sur des temps qui sont des temps longs. Parce que, certes, il faut que toute la cinématique, tous les acteurs de la chaîne de paiement soient au bon niveau et puissent proposer le nouveau service. Mais, in fine, le rythme de déploiement, ce n'est pas nous qui le définissons, c'est le consommateur qui le définit. Et donc le rythme des déploiements, il est in fine adossé à la vitesse d'adoption par le consommateur. Et celle-ci, elle va dépendre évidemment de la confiance et encore une fois de la sécurité, de l'habitude qui est prise. Et on a parlé de la fracture. Elle existe, la fracture générationnelle, la fracture sociale, la fracture entre les citadins et les gens qui vivent plutôt dans les campagnes. Donc on ne peut pas l'ignorer.
Et donc, nous, notre ambition, c'est vraiment d'accompagner ce déploiement de nouveaux usages et d'offrir une alternative française qui passe par le réseau de cartes bancaires et les infrastructures de STET pour tous les usages de paiement dans le digital, sans ignorer par ailleurs les autres moyens de paiement, les autres modes de paiement, cartes, qu'il faut continuer de sécuriser. Travailler sur des usages précis au-delà du paiement mobile, sur de futurs usages précis. Alors notre plateforme, je veux juste rappeler qu'elle est live depuis 2018 et que nous avions... alors Jean-Paul me corrige, 2017. Alors peut-être en pilote. 2017 et nous avons déployé dès 2017 des use cases en co-badging. Nous étions les premiers à proposer ça avec Apple et en HCE BankPay. Aujourd'hui, notre catalogue il s'enrichit sur le mobile paiement avec d'autres XP. Et de façon on a parlé dans le CNMP, on parle de l'inclusivité. Oui, il n'y a pas que des Apple, il n'y a pas que du device Apple. On est à 25% à peu près en France, donc il faut pour tout le monde la possibilité de payer en mobile paiement. Il faut au moins offrir cette facilité. Et puis nous avons aussi d'autres projets sur la vente à distance, puisque nous travaillons actuellement nous sommes live sur le card on file pour la tokenisation marchand. Et enfin, nous projetons pour 2025, la fin de l'année 2025, l'ouverture d'un nouveau service en vente à distance avec pour carte bancaire le Click to Pay CB dont vous avez vu ça j'imagine dans la presse. Voilà. Merci Isabelle Thiebaud. On y reviendra peut-être sur ces projets à venir en conclusion de la table ronde. Rémi Belloir pour Thales. Donc, est-ce que le numéro sur la carte physique va disparaître? Comment vous travaillez sur ce sujet? Bon, là, c'est plus une opinion de personnes qui travaillent à la fois dans le digital et dans le monde physique. Je pense que le PAN va quasiment disparaître, un peu comme le chèque va quasiment disparaître, mais pas totalement disparaître. Donc, vous allez dire, je m'avance pas trop, mais dans les masses, il va quasiment disparaître jusqu'à être négligeable. Pourquoi? Aujourd'hui, le PAN, il est bien compris, il est utilisé par le consommateur. Ça reste un irritant. C'est-à-dire saisir un PAN, saisir une date d'expiration, saisir ce petit cryptogramme au dos, etc. Ça reste quelque chose d'irritant pour le consommateur. Et il y a déjà, pour certains usages, des alternatives. Donc là où il n'y a pas d'alternative, c'est les transactions qu'on appelle MOTO, donc mail order, téléphone order, où on donne le numéro de carte par mail ou au téléphone aux commerçants à distance. Donc là, il y a une alternative quand même beaucoup plus efficace pour lutter en particulier contre la fraude, c'est d'afficher une carte virtuelle sur le mobile avec un cryptogramme dynamique qui permet d'éviter massivement la fraude. Pour le guest checkout, on vient juste d'en parler. Donc, quand on est invité, c'est la première fois qu'on arrive sur un site. Il est bien plus efficace d'utiliser Click to Pay, qui permet non seulement de renseigner le PAN, la date d'expiration, etc., sous forme tokenisée, sans qu'on le sache, mais aussi son adresse de livraison. Donc là, c'est quand même un parcours bien plus fluide que de la saisie manuelle. Et donc là, le Click to Pay est annoncé en déploiement à partir de 2026 pour CB. Et je pense que la France va à ce moment-là complètement décoller. Le Click to Pay, on n'a pas besoin du numéro de carte pour s'enrôler dans le Click to Pay tant qu'on est dans l'environnement de l'émetteur. C'est-à-dire depuis l'application mobile ou depuis le système de la banque ou même en amont, toutes les cartes émises peuvent être enregistrées dans le Click to Pay en avance de phase. Donc le PAN ne sert à rien. Après, le PAN peut servir quand on s'enrôle côté marchand. Et là, à nouveau,
Bon, je pense que ce n'est pas trop l'optique des banques françaises, en tout cas pour le moment. Mais même si ça devait être le cas, il est facile de consulter son mobile, d'afficher une carte avec un cryptogramme dynamique et de faire le parcours d'enrôlement qui aussi aura un 3DS, mais sans avoir de panne. Voilà. Le dernier cas, c'est un petit peu à l'étranger notamment, les systèmes d'empreintes où on vous prend un peu une empreinte de votre carte bancaire, pas en photo, en photocopie, etc., dans les hôtels, dans les locations de voitures, etc. Ça, ce principe-là, il est voué à totalement disparaître, soit avec le contact, soit avec le contactless. Donc là, je pense que ça va facilement être éradiqué. Donc maintenant, c'est à quel horizon ça va quasiment disparaître. Ouais, je pense que le nombre magique, c'est à peu près 20 ans. 20 ans, c'est souvent l'abandon de la piste magnétique dans les pays qui n'avaient pas de puce comme nous, hein, ça fait 40 ans quand même, hein, mais l'Angleterre, etc. L'abandon de la carte de la piste magnétique, c'est maintenant dans un certain nombre de pays. La massification du sans contact, ça avait été aussi à peu près dans ces épures, ça fait quand même longtemps qu'on la connaît. Et puis après, comme le disait Isabelle très justement, c'est-à-dire que l'infrastructure, il faut traiter le moto, il faut traiter le guest, il faut click to pay, il faut avoir les affichages, mais il faut aussi que le consommateur comprenne l'usage, et ça prend toujours un petit peu de temps. Donc si vous le permettez, j'aimerais bien être invité dans 20 ans, aux 60 ans de CB pour constater si les courbes se croisent et si le pan a quasiment disparu. Jean-Paul Albert, vous êtes d'accord avec cet horizon de 20 ans ? Je vais prendre un détour pour vous répondre. Allez-y, on vous suit. Donc, il y a une chose qui est certaine, c'est que la tokenisation est en marche. Et donc, on le voit dans le paiement de proximité, puisque à travers le paiement mobile, c'est déjà 25% en nombre des transactions de proximité qui sont tokenisées chez Société Générale. Et chez certains acteurs, c'est encore plus. Et donc ça, on l'avait largement anticipé, et c'est bien pour cela que dès 2017, pour le lancement d'Apple Pay, on avait veillé à ce que notre offre soit également en carte bancaire. Et donc à ce titre, on est devenu le premier client du token service provider STET. On le voit aussi en e-commerce, avec deux facteurs qui sont d'une part, de nouveau, les XP, et puis d'autre part, la tokenisation Cardon File dont on a déjà parlé. Et donc là aussi, on fait en sorte que l'offre puisse être en CB, puisqu'on participe en ce moment au POC dont parlait Isabelle sur la tokenisation et Comcoff en CB. Donc la tokenisation est en marche, elle va être renforcée par ce qu'évoquait Rémi, c'est-à-dire la mise en œuvre de Click to Pay, qui va aller traiter le segment du guest checkout. Pour autant, moi, je ne pense pas que le PAN va disparaître à horizon discernable. Donc, je ne vais pas jouer au jeu des pronostics et répondre exactement à votre question sur quand. Mais moi, je vois deux facteurs quand même qu'il faut avoir en tête. Bon, le premier, c'est on voit bien que même si les commerçants tokenisent, ils conservent quand même le PAN. Et donc, quand une transaction tokenisée est refusée, derrière, ils tentent en PAN, on ne sait jamais, ça pourrait marcher. Et le deuxième facteur, je retourne sur ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est la résilience. C'est-à-dire, vu la proportion qu'atteint le e-commerce dans les paiements, donc ça devient un pan essentiel de l'économie. Et donc on est un peu dans le phénomène du too big to fail, c'est-à-dire on ne peut pas se permettre qu'en raison d'une panne ou une défaillance de tel ou tel acteur dans la chaîne de tokenisation, de mettre à terre le e-commerce, ne serait-ce que quelques heures. Donc de ce point de vue-là, je pense que le PAN va continuer à faire partie du paysage pendant un moment. Qu'est-ce que vous en pensez, Lionel Jouve ? C'est un peu dur de passer après deux personnes qui sont quand même des spécialistes qui vous expliquent que finalement c'est pas aussi tranché. Je crois qu'on va être d'accord, c'est-à-dire que nous on s'adaptera, on suivra le mouvement parce que c'est notre vocation d'être dans l'acceptation de tout ce que nos clients ont besoin en termes de système de paiement. Donc on ira vers ça. Ça ouvre de grandes perspectives, vous le disiez. Par exemple, le fait que vous soyez reconnu et que vous ayez une livraison, vous soyez plus obligé de saisir des choses, c'est
incontestablement des avantages, mais je crois que je vais essayer aussi de me faire inviter d'ici dans les 10 prochaines années, parce que j'ai vu que ça fonctionnait très très bien à votre droite. Et bon, je vais faire la même chose. On se voit dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Et puis, moi, j'ai juste gardé une phrase en fait d'une chanson. On parlait tout à l'heure de Mylène Farmer. Moi, je suis un petit peu plus ancien, donc je vais vous parler d'ABBA. ABBA disait « Money, 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 must be funny ». Je pense qu'on est dans le funny et il y a un pari, il y a des paris à prendre et peut-être qu'on s'en reparle dans 10 ans. Loïs Moulin, le mot de la conclusion. Alors, est-ce qu'on est dans le funny? Alors, PAN ou token, faut-il choisir? En tant qu'écosystème, non, on ne va pas choisir. Celui qui doit choisir, et quelqu'un l'a dit, hein, c'est Isabelle, c'est le client final. Et en fait, dans le sujet du token, hein, qui est un sous-jacent technologique, le client final, c'est d'abord le commerçant. Et donc à court terme et à moyen terme, je partage tout à fait l'avis de... Alors moi, je ne prends pas de risque à 10 ans, je m'arrête à 5 ans. Donc à 5 ans, le PAN, bien entendu, ne va pas disparaître pour les raisons invoquées, notamment de résilience et d'efficacité du PAN. En fait, dans les e-commerçants, alors il y a plein de segmentations possibles, mais aujourd'hui, on a ceux qui enregistrent le numéro de carte, soit à des fins d'abonnement, soit à des fins de one-click. C'est notamment pour ceux qui le font pour du one-click, c'est quand même des gros acteurs. Ça représente, en gros, les 2/3 des volumes de transactions e-commerce que l'on voit passer. Et ceux-là, aujourd'hui, ils utilisent à la fois le PAN et le token, et les services, et le principal irritant en termes de parcours client, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque ma carte est renouvelée, est-ce que mon service one-click s'arrête, est-ce que je dois recontacter le client? Et aujourd'hui, CB, pour adresser cet irritant, pour les commerçants qui utilisent le PAN, on propose Updater by CB. Pour ceux qui utilisent le token, on propose la tokenisation card on file. Et pour la plupart des commerçants qui utilisent toujours les deux, même pour le même client, finalement, les deux services vont exister. Et puis, vous avez une catégorie de commerçants, donc plutôt de e-commerçants de plus petite taille, qui aujourd'hui n'enregistrent jamais le numéro de carte de leurs clients. Parce que soit ils n'ont pas envie de s'embarrasser des tout de la complexité du card on file, soit parce que quelque part la récurrence de leurs clients ne justifie pas un tel investissement. Et cela, la solution qui se profile, pour eux, c'est la promesse d'un one-click simple, c'est effectivement Click-to-Pay. Mais Click-to-Pay aujourd'hui, c'est une solution, enfin, je ne vais pas dire que c'est un concept, c'est une vraie solution, mais elle n'est pas encore live, en tout cas en France. Et donc aujourd'hui, se dire jeter à la poubelle en rencard une technologie donnée qui s'appelle le PAN pour la remplacer dans les 5 ans par une nouvelle technologie qui, dans le cas du e-commerce, la tokenisation card on file n'est pas encore réellement déployée et Click-to-Pay n'est toujours pas live, c'est un pari risqué. Donc, finalement, nous, notre doctrine, c'est le commerçant doit pouvoir choisir, et en général, il va choisir de garder les deux solutions ou les deux technologies à son catalogue. Et finalement, on l'a dit, à la fois pour le paiement mobile et la tokenisation, avant qu'une technologie chasse l'autre, ça prend du temps, et il faut toujours se poser la question de la résilience. Et la résilience, c'est l'un des sous-jacents du premier axe de confiance et durabilité. C'est la sécurité, mais c'est aussi la résilience. Merci beaucoup, Loïs, pour ce mot de conclusion. Et merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Effectivement, je vais donner la parole à Philippe Lolani pour la conclusion de cette matinée. Mais Philippe, on l'a vu, on a vu ces mots-clés qui ne vous surprendront pas. Proximité, confiance, évidemment, souveraineté. Et puis, beaucoup des intervenants ce matin ont pris rendez-vous pour les années à venir, les prochains anniversaires de CB. Je vous laisse la parole.